Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Academic Chat, votre émission bimensuelle dédiée à l'exploration des thématiques liées aux disciplines enseignées à la faculté de gouvernance, sciences économiques et sociales. La température moyenne de notre globe augmente et avec elle le risque d'instabilité et de conflits à travers le monde. Le dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, confirme la tendance exponentielle des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Qu'est-ce que le réchauffement climatique? Comment ce phénomène pourrait-il redessiner la carte géopolitique internationale dans les prochaines décennies? Quels sont les défis pour l'Afrique et pour le Maroc? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec notre invité d'aujourd'hui, M. Khalid Chegraoui, vice-doyen à la faculté de gouvernance, sciences économiques et sociales. Mais avant ceci, faisons un petit tour du campus de l'UM6P Rabat pour voir ce que pensent nos étudiants de la thématique d'aujourd'hui. Le réchauffement climatique et ses conséquences géopolitiques. On se retrouve juste après. Le réchauffement climatique, aussi connu sous le nom du changement climatique, est un phénomène qui se produit lorsque le gaz ou bien les gaz à effet de serre s'accumulent dans l'atmosphère, conduisant ainsi à une augmentation très considérable de la température moyenne de la planète Terre. Les conséquences géopolitiques de ce phénomène sont déjà perceptibles puisqu'il contribue à l'accru des tensions géopolitiques liées aux ressources naturelles, cause des migrations forcées et également des bouleversements économiques. Les forums et traités sur le climat sont des plateformes et accords d'envergure dans la lutte multilatérale contre le réchauffement climatique. On peut notamment citer la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ou encore l'accord de Paris sur le climat. Ces initiatives visent à promouvoir une action optimale pour transitionner vers un avenir durable et permettre une discussion collective et multilatérale sur le sujet. Le drame de l'Afrique est que malgré le fait qu'elle soit le continent qui émet le moins de gaz à effet de serre, elle n'en subit pas moins les conséquences du réchauffement climatique. Ces conséquences sont perçues notamment au niveau des sécheresses qui touchent un grand nombre des pays africains, chose qui pousse les gouvernements locaux à imposer des mesures restrictives qui permettent la rationalisation de l'utilisation de l'eau. Un grand merci à nos étudiants pour ces contributions qui vont nous permettre d'initier la discussion avec notre invité d'aujourd'hui, M. Khalid Chegraoui. Professeur, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci Norman, merci beaucoup pour l'invitation. Professeur, nous allons peut-être commencer par définir l'objet de cette discussion. Concrètement, qu'est-ce que le réchauffement climatique et comment ce phénomène impacte-t-il la stabilité géopolitique à l'échelle internationale? Tout simplement, le réchauffement climatique est un phénomène climatologique global, donc qui touche tout le globe terrestre avec son atmosphère, et ça résulte d'une augmentation de la température du climat, principalement depuis l'ère industrielle, donc depuis les révolutions industrielles. Donc on parle à peu près de 1820-1824. D'ailleurs, la question du réchauffement climatique a été remarquée par Jacques Fourier en 1824 à peu près. À partir de 1850, on a bien remarqué que le climat sur la Terre a commencé à augmenter crescendo à force d'une intervention humaine. Donc c'est un réchauffement lié à une intervention humaine, principalement par la mise en place des nouvelles industries qui utilisent énormément de matériaux, que ce soit les hydrocarbures aujourd'hui, et ça a commencé avec le charbon auparavant, ce qui dégage un certain nombre de gaz, principalement du gaz carbonique, qui donne lieu à une forme de serre qui englobe la Terre. Si je veux schématiser, c'est comme si aujourd'hui sur la Terre, on a une couche de plastique qui enveloppe l'atmosphère terrestre, qui empêche la circulation de l'air, mais en même qui touche la couche d'ozone, qui était une sorte de couche qui protège la Terre des rayons gamma et ultraviolets qui viennent de l'atmosphère. Aujourd'hui, ces rayons passent de manière beaucoup plus simple qu'auparavant et ça augmente la température sur la Terre. Ça impacte aussi tous les cycles climatologiques sur la Terre, ce qui nous donne par exemple les deux phénomènes qu'on a remarqués ces derniers temps, le Niña et le Niño. Le Niña qui donne beaucoup plus de pluie avec beaucoup plus de tempêtes et qui déclenche des transformations des cycles agricoles avec des inondations et des catastrophes naturelles énormes. Et par contre, d'un autre côté, on a El Niño qui est beaucoup plus dans un cadre de stress hydrique et de sécheresse. Et je pense que cette
cette question-là est d'autant plus importante que c'est-à-dire l'establishment international doit la prendre au sérieux, parce que ça touche non pas seulement les producteurs ou ceux qui sont à l'origine de ce réchauffement climatique, mais ça impacte l'ensemble du globe terrestre et de l'humanité. Alors, parmi les régions du monde considérées comme étant les plus exposées au changement climatique, l'Afrique apparaît bien comme étant l'une des zones les plus vulnérables. Comment les pays africains, y compris le Maroc, naviguent-ils sur la scène internationale, sur la scène géopolitique internationale pour faire face aux défis engendrés par le changement climatique? Oui, effectivement. D'ailleurs, pour l'information, l'Afrique participe approximativement à raison de 4% c'est-à-dire en termes de responsabilité et d'émissions de gaz carbonique qui causent le réchauffement climatique. Le reste des 96% sont produites par le principal acteur, le monde occidental, parce qu'il était quand même premier dans l'industrialisation du monde et l'utilisation du charbon et des hydrocarbures. Et en second lieu, on a aujourd'hui le monde asiatique qui s'est industrialisé de manière extrêmement exponentielle en relation avec des transformations économiques qu'a connues le monde occidental, qui a transféré la majeure partie de ces industries presque polluantes ou même non polluantes ou moins polluantes vers le monde asiatique pour des raisons géopolitiques et géoéconomiques. Donc ces deux mondes, le monde asiatique principalement développé, Chine, Inde, Japon, Corée et autres, avec le monde occidental industrialisé, sont les deux grands responsables de ce qui existe maintenant. Le grand problème aujourd'hui, c'est que l'Afrique, oui, elle participe à 4%, ce qui est assez minime par rapport à ce qui est produit par ailleurs, mais reçoit et est impacté à plus de 90% des méfaits de ce réchauffement climatique. D'ailleurs, les pays du Sud sont les plus touchés par les méfaits de ce réchauffement climatique, et l'impact de la Niña ou du Niño, on le ressent beaucoup plus chez nous au sud qu'au nord, à travers des sécheresses, ce qu'on connaît par exemple aujourd'hui au Maroc, ou à travers des inondations et des tempêtes complètement, c'est-à-dire qui détruisent l'espace par où elles passent. D'ailleurs, je prends comme exemple le Maroc, qui n'est pas spécifique, et ce n'est pas spécifique au Maroc. Ce que je dis pour le Maroc peut s'apparenter à beaucoup, s'adapter et s'apparenter à beaucoup d'autres pays en Afrique. Aujourd'hui au Maroc, et on l'a bien senti, le cycle des pluies s'est complètement transformé, principalement au XXe siècle, et on est passé par des cycles assez lents, au moyen de 25 à 30 ans, où on a des sécheresses continuelles, d'ailleurs, qui ne durent pas trop longtemps, qu'on connaissait à travers plusieurs études. Et on est passé, à partir des années 70-80 du XXe siècle, à des cycles beaucoup plus courts, parfois de 3 ans ou de 5 ans. On vit aujourd'hui dans un stress hydrique. Normalement, un pays est en stress hydrique quand la pluviométrie descend à moins de 1000 mm. Aujourd'hui, on est à moins 500 mm. D'ailleurs, cette année, c'est une des années les plus secs que le Maroc a connues. Et cela va impacter notre cycle économique, notre cycle agricole, ça va impacter la nature, ça va impacter même le cycle animalier et le cycle des insectes. Donc, c'est un impact terrible. Dans d'autres pays, par exemple au Sénégal, on connaît un autre phénomène, celui de l'augmentation du niveau de la mer, ce qui va éroder la côte atlantique sénégalaise de manière extrêmement terrible. Ça va toucher l'espace urbanistique, ça va toucher les infrastructures, ainsi de suite. La sécheresse aujourd'hui au Sahel-Sahara, ça a augmenté. D'ailleurs, on est dans une position de non-retour. Et même les anciens points d'eau qui étaient dans la région ont complètement été asséchés. Ça va donner lieu aussi à une augmentation de l'usage des réserves hydriques. Et on voit aujourd'hui que beaucoup de pays, principalement liés au désert, la Libye a été un des premiers, qui a commencé à utiliser de manière parfois non contrôlée la nappe phréatique fossile, qui est non renouvelable. D'ailleurs, au Maroc aussi, on a vu un peu ça, quand beaucoup d'agriculteurs, pour un certain nombre de produits qui ont besoin d'énormément d'eau, sont descendus dans les zones du sud-est marocain, dans la région de Tata, pour des productions agricoles. Et aujourd'hui, on a un réel problème en Afrique, et ça on le voit au Maroc, c'est que beaucoup de nos exportations agricoles sont en réalité des exportations d'eau.
beaucoup plus que de ce produit en réalité. Donc ça touche énormément et je pense qu'il est temps qu'on réfléchisse ensemble à l'intérieur du continent africain et qu'on parte lorsqu'il s'agit de discuter avec le monde concernant le réchauffement climatique en une seule voix. Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, on part avec des voix complètement dispersées et non communes. Oui. Alors nous allons terminer cet épisode avec la COP, la conférence des parties sur le climat de l'ONU, qui reste tout de même l'événement climatique phare qui rassemble pratiquement tous les pays pour délibérer, réfléchir sur des solutions concrètes pour diminuer les effets et les conséquences du réchauffement climatique. Professeur Chegraoui, quelle est votre lecture de la dernière COP, la COP 28, qui s'est tenue à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre? Alors déjà, parce qu'il faut dire quelque chose de très important sur les COP, c'est une conférence des Nations Unies. Il y a des gens qui la dénigrent, qui la critiquent beaucoup, mais c'est quand même un outil essentiel, au moins de réflexion et parfois pour tirer un peu l'oreille de certains décideurs ou des battants en guerre ou des sceptiques, des climato-sceptiques. Oui. Donc c'est quelque chose d'essentiel, quoique les résultats des COP ne sont pas toujours implémentés et appliqués avec les bons soins que ça impose. La COP 28 a été extrêmement difficile cette fois. D'ailleurs, on est très très loin des consensus de la COP de Marrakech ou de la COP de Paris. Là, on est vraiment dans une sorte de retour en arrière, d'une marche arrière. Mais quand même, à la fin, il y a eu un certain nombre de résolutions, dont 3 qui me semblent assez importantes. Les 2 premières intéressent, bon, c'est beaucoup plus des déclarations que des résolutions, de devoir développer les énergies renouvelables d'ici 2030 et de les multiplier par 3, ce qui est quelque chose d'extrêmement important. Le Maroc, d'ailleurs, est dans ce sens et on a dans nos politiques en général, dans nos politiques publiques, c'est la mise en place des politiques publiques des énergies renouvelables est une des politiques les leaders au sein du continent africain. Et on doit continuer sur cette lancée. Deuxième chose, c'est devoir se baser sur le développement technologique, ce qui est extrêmement important. Donc c'est une note extrêmement optimiste qu'il y a aussi un développement technologique malgré le réchauffement climatique et l'usage d'un certain nombre, c'est-à-dire l'intervention humaine dans cette industrialisation et développement technologique. Mais le développement technologique peut avoir aussi un impact positif sur le captage des gaz, le captage du gaz carbonique et l'usage de nouvelles technologies moins énergivores. Troisième chose très importante et qui me semble extrêmement intéressante pour nous, pays du Sud, c'est l'usage de l'énergie nucléaire. Alors, certains pays européens qui ont tendance à encourager cette question ont applaudi et on voit très très bien, pourquoi je le dis cela, on voit très très bien que la COP aussi, c'est une sorte d'arène où il y a énormément de rivalité et de lutte pour imposer sa politique. Oui. Et aujourd'hui, bien sûr, les grands restent un peu les maîtres de la scène. Tout à fait. Et pas seulement les États, mais aussi les grands industriels et les grands producteurs d'énergie qui sont toujours là. C'est un peu paradoxal quand on voit les grandes entreprises, les multinationales producteurs des hydrocarbures assistés, mais on a besoin d'eux, c'est des pourvoyeurs de fonds et on doit travailler avec eux. Mais pour nous, dans ce monde du Sud, moi je pense qu'il va falloir repenser des énergies qu'on peut produire et qui sont presque moins polluantes par rapport à d'autres, comme le gaz. Peut-être que c'est toujours critiquable, le gaz naturel, mais dans le Sud, on en a besoin. Le nucléaire, oui, c'est dangereux, mais on en a besoin encore. Et je pense qu'on doit mettre en place de nouvelles reformulations et formulations adaptées à nos besoins politiques et qui doivent s'éloigner immanquablement de certaines positions de ces mondes, principalement occidentaux, qui ont dépassé l'ère industrielle où on vient d'entrer, nous. Donc, on a 2 paradigmes extrêmement différents d'approche de cette question. Ceci dit, tout développement technologique dans ces pays du Sud et tout développement des politiques publiques doit prendre en considération cette question de réchauffement climatique parce que l'impact qu'on subit est beaucoup plus supérieur que ce qu'on produit. Oui. Monsieur Chegraoui, un grand merci pour ces contributions, pour les éclaircissements apportés au sujet donc, du réchauffement climatique et de ses conséquences sur l'architecture géopolitique à l'échelle internationale. L'urgence
de l'action climatique et la nécessité d'une coopération internationale effective sont plus évidentes que jamais. Professeur Chegraoui, encore merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je le rappelle, cette émission est faite pour vous et par vous. Donc n'hésitez pas à partager avec nous vos propositions de thématiques en commentaire. Pour plus d'informations sur nos activités et sur nos programmes, je vous invite à consulter notre site internet sur www.fgsos-um6p.ma. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode d'Academic Chat. Restez connectés et à très bientôt.